Je pense qu'on va commencer. Mais c'est bon? Ouais, quand tu veux, quand tu veux. Delphine? Quand tu veux, Mohamed, c'est vraiment comme tu le sens. Ok. Bon, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va entamer un sujet, je pense, qui est intéressant pour tout le monde. Il n'y a pas qu'une seule guilde qui sera intéressée par ce sujet. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. D'abord, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mohamed Sedami. Je suis développeur .NET chez Exteam et je travaille aujourd'hui chez BMP. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un sujet sur Git, Gitflow. Donc, je pense que il y a des gens qui connaissent Git, il y a des gens qui entendent parler de ça. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous éclaircir les idées. Ça sera un meet-up pour l'initiation, en fait. Ça sera pas un truc poussé. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas Git du tout et qui aiment savoir en fait comment ça marche et comment l'utiliser. Et peut-être on va prévoir en fait une autre session pour avoir une session plus poussée au niveau des techniques. Donc voilà. Aujourd'hui, on va commencer avec les ABC. Pour le contenu de ce meet-up, ça bug chez moi. Voilà. Donc, on va parler de Git, de quoi il s'agit, la définition, comment récupérer un repo Git, comment récupérer les modifications, comment visualiser les modifications en cours, l'envoi des modifications, voyager entre les branches, gérer ces branches. Donc, il y a pas mal de sujets à voir au niveau de l'initiation sur Git. Et aussi, on va avoir quelques sujets un petit peu critiques au niveau de déphasage entre deux branches, par exemple, ou les pull requests. Et donc, on va finir avec pour vous donner en fait les bonnes pratiques à l'utilisation de Git. Alors, le premier sujet, ça sera c'est quoi Git? Le mot magique, GIT. Donc, je pense que vous connaissez toujours, je pense que vous avez déjà entendu parler de Git, GitHub, Gitflow. Donc, parfois, on se perd entre ces trois définitions. Donc, je vous présente la différence en fait, entre chaque mot technique pour les gens qui sont pas dans le domaine technique. Donc, on va commencer avec Git. Git, c'est un gestionnaire de versions décentralisées, libre, créé par Monsieur Linus Torvalds en 2005. En fait, il fait la différence entre un repository central qui est distant sur un serveur et un repo local qui permet de travailler en mode en ligne sans casser ce qui existe sur le serveur. Ça, c'est pour Git. GitHub, c'est avant tout une communauté en fait qui est aussi qui est une version en fait ou un outil qui est un complément en fait de l'usage de Git. C'est un service d'hébergement de tout ce qui est gestion de développement et aussi en fait il permet également de suivre les projets et de partager ce qu'on a fait avec la communauté. Donc, il y a pas mal de choses à partager. Il y a des remontées d'anomalies si on veut partager un souci. Donc, on se dirige vers la communauté de GitHub. Et là-bas, en fait, on peut avoir de l'aide et on peut partager ce qu'on a fait. Et le troisième mot, ce sera Gitflow. Donc, Gitflow, quant à lui, c'est une méthodologie, c'est un workflow en fait qui permet en fait de gérer les branches d'un projet en utilisant Git. Donc, ou bien on peut dire aussi que c'est une extension de Git qui va permettre en fait l'usage de ce workflow. Donc, vous voyez que ces trois mots, en fait, ils sont complémentaires parce que c'est toujours dans le même bain. Mais il y a une différence en fait entre ces trois mots. Alors, on va parler surtout de Git. C'est quoi Git? En fait, Git, c'est un outil de versionning, de contrôle de version, et qui fait la différence en fait avec les autres outils de contrôle de versionning comme par exemple le SVN, le Subversion,
qui est en fait qui tranche carrément au niveau de la méthodologie, parce que au niveau des anciens outils qui font un subversionning classique, on a un serveur où il y a tout le code source, et ensuite, en fait, on va piocher dans ce serveur-là pour récupérer les versions et l'updater ou la mettre à jour au fur et à mesure. Mais Git, en fait, il illustre parfaitement ce système de contrôle qui sera décentralisé. C'est-à-dire, il n'y aura pas un serveur central où on va voir tout le code source, et que les gens, en fait, ils viennent partager, ils vont piocher, en fait, dans ce serveur-là, et plutôt de consacrer, en fait, un seul emplacement d'historique complet dans un serveur. En fait, dans Git, en fait, chaque copie de code, c'est également un dépôt. C'est-à-dire, chaque utilisateur qui va récupérer la version de code, ce sera une copie de la version centrale. Donc, c'est un système décentralisé, et ça n'a rien à voir avec le système de SVN classique. Par exemple, je parle de SVN, c'est juste pour un exemple. Aussi, le fonctionnement, en fait, du versionning, donc ce qu'on va voir ensuite par détail, mais là, je vous ai fait un petit schéma qui illustre, en fait, les étapes pour avoir un fichier et le mettre à jour en local, puis le, le renvoyer au niveau du serveur. Donc, concrètement, ce qui se passe vraiment au niveau du serveur, on va dire la partie locale, quand on utilise Git, en fait, Git, il sépare, en fait, les choses en trois parties. Donc, une première partie qui sera l'atelier. Moi, je l'appelle atelier. C'est là où, en fait, on va mettre tous nos fichiers qu'on va modifier. C'est-à-dire, si on a un projet qui existe déjà sur le local, et ben, en fait, la partie qui est sur l'ordinateur local, c'est la partie Working Directory, ou bien l'atelier où on va modifier des choses sans impact sur la version distante. Ensuite, on a une staging area. C'est la partie, en fait, où on va préparer ce qu'on va envoyer, ce qu'on va partager avec les autres. Donc, cette partie qu'on appelle aussi index, parce qu'on va indexer ce qu'on a modifié, ce qu'on a ajouté comme fichier ou autre. Et la troisième partie, c'est qui s'appelle le head, ou bien qui pointe, en fait, notre repo local vers le repo distant. Donc, en fait, c'est une partie miroir de ce qui existe sur les serveurs distants, qui fait, en fait, la comparaison avec ce qu'on a sur la partie locale. Il y a une première fonctionnalité, en fait, que je voulais vous parler. Euh, la fonctionnalité qui s'appelle Gitignore. En fait, nous, quand on va modifier un repo ou un répertoire local ou distant, peu importe, parfois, en fait, on ne veut pas tout ramener dans le serveur, ou on peut pas, ou on veut pas, en fait, par exemple, ramener les fichiers temporaires qui seront utilisés pendant la modification du projet. Donc, il y a cette fonctionnalité qui est par défaut installée donc, dans Git, qui s'appelle Gitignore. C'est une sorte, en fait, comment dirais-je, c'est une sorte de design pattern, en fait, parce qu'on va utiliser une sorte d'un fichier qui va contenir, en fait, tout ce qui est typologie de fichiers qu'on veut pas avoir dans le local distant. Donc, comme ça, en fait, on va préciser, voilà, donc on va préciser les typologies. Par exemple, là, vous voyez sur l'écran, je veux pas, en fait, par exemple, embarquer les modules de Node. Je veux pas avoir tout ce qui est fichier temporaire de VS Code. Donc, vous aurez une idée, en fait, je pense que vous connaissez déjà, mais vous aurez une idée sur en fait, ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité, parce qu'on peut, en fait, déterminer des patterns, c'est-à-dire qu'ils vont embarquer une multitude de fichiers qu'on ne veut pas avoir dans le local distant.
par la suite, donc Gitanium, en fait, il y a une toute autre documentation qui existe sur le net. Donc, je vous ai mis un lien ici où vous pouvez avoir en fait la documentation officielle ainsi qu'un générateur de Gitanium parce qu'il y a un générateur qui est vraiment pratique. Je peux vous montrer en fait comment ça marche. Par exemple, là, je vais sur ce lien-là et en fait, ici, on peut noter, par exemple, je vais mettre, je peux mettre n'importe quoi, hein. Je peux mettre, par exemple, Node et là, en fait, il va me créer un fichier Gitignore qui va embarquer tout ce qui est en relation avec Node et qu'on ne veut pas en fait avoir dans notre serveur distant. Donc là, on va empêcher tout ce qui est fichier d'employeur d'être embarqué dans nos modifications. Aussi, je peux mettre autre chose, par exemple, je sais pas moi, les IDE, je peux mettre VS Code, par exemple. Et là, pareil, en fait, on va avoir en fait tout ce qui est en relation avec VS Code. Aussi, on peut mettre, combiner deux fonctionnalités. Par exemple, je peux mettre Visual Studio ainsi que Java, je mets n'importe quoi. Et là, en fait, il va me créer un fichier Gitignore avec tout ce qui est en relation avec Visual Studio et Java. Donc, ouais, c'est très pratique, surtout pour éviter en fait de faire ça à la main. Donc voilà pour Gitignore. Les lignes de commande, en fait, pour l'usage de Git, moi, je vous conseille d'utiliser un terminal, c'est-à-dire à travers des lignes de commande, parce que c'est un outil en fait, qui va nous servir de bien maîtriser Git, surtout qu'il existe sur plusieurs formats. Bon, vous avez le CMD de Windows, vous avez une multitude sur Linux ou autre. Et moi, j'utilise CMD, donc je vous conseille d'utiliser ça parce que il y a de la coloration syntaxique qui est vraiment implicite, qui aide à comprendre en fait ce qu'on est en train de taper ou d'avoir sur le terminal. Donc ça, c'est très important. Et malgré en fait, parce que aujourd'hui on a pas mal d'outils qui servent de graphique ou d'un IHM en fait pour utiliser Git sans passer par des lignes de commande. Donc ça, c'est très facile, je sais, mais ça vous donne pas une vision globale de ce que vous êtes en train de faire. Donc moi, je vous conseille d'utiliser des lignes de commande. Comme ça, en fait, vous maîtrisez mieux l'usage de Git. On va passer sur la deuxième partie. Donc, comment récupérer un repo Git? Je pense que c'est la première partie pour intégrer un projet, par exemple. Moi, je vais commencer avec le cas où on a un repo distant qui existe déjà. Donc on va commencer. Je vais récupérer mon repo local. Donc, ce que je vais faire, c'est un clone, en fait. Donc, on va cloner ce qui existe déjà sur le serveur. Donc, je vais me positionner sur mon répertoire local, sur mon PC. Et donc, je vais ouvrir un terminal et je vais taper git clone espace et l'URL en fait du repo distant. Et là, en fait, on va récupérer tout ce qu'on a, tout ce qu'on a sur ce repo qui sera en fait téléchargé sur notre machine locale. Donc, vous venez de récupérer les sources présentes sur le serveur distant et en fait, on vient aussi de lier notre repo local à un repo distant. Donc, au moment, en fait, au moment du clonage de notre repo distant vers notre repo local, on a créé un lien entre ces deux repos. Et du coup, à chaque fois en fait, on va en faire des modifications locales ou distantes, on va voir en fait, ce lien en fait, va nous aider à donc je vais vous montrer par la suite tout ça, mais c'est juste pour avoir une idée sur ce lien-là. Donc, si le repo est vide, le clone va simplement en fait créer un repo vide dans la machine locale. C'est-à-dire, là, on parle du repo qui est distant, qui est vide, donc c'est pareil, donc il va faire une copie. Le deuxième cas, c'est quand on a un repo local qui existe déjà, donc, et on veut en fait faire le lien entre les deux repos.
Là, en fait, j'ai un repo distant qui est vide et un repo local qui contient en fait des fichiers que je viens d'ajouter. Donc, dans ce cas-là, moi, je vais faire un lien entre les deux repos et comme ça, en fait, je pourrais c'est-à-dire rajouter ces fichiers dans le repo distant qui est sur le serveur. Donc, pour faire cela, en fait, il suffit d'utiliser la commande git init. Comme vous voyez sur le schéma, on a un dossier classique qui est au niveau de la partie locale. Donc, on a fait des choses, on a modifié des choses. Et là, on lance un petit git init. Et comme ça, en fait, on va faire le lien avec le lien avec le serveur distant en mettant bien sûr l'URL. Alors, je souhaite lier ce répertoire comme je vous ai dit. Donc, je lance un git remote add origin. Là, on va faire après le git init, bien sûr. Donc, on va en faire un git init. Ensuite, on va faire git remote add origin. Et là, on va rajouter le lien. Donc, comme ça, en fait, on va permettre de spécifier quel repository distant va être lié à notre local repo. Donc, voilà. Ensuite, on va voir comment récupérer les modifications. Donc, notre repo, il est bien lié et tout. Donc, moi, je veux récupérer tout ce qui a été modifié entre-temps, donc dans le repo local, distant plutôt. Donc, je vais me positionner sur mon dossier local et je vais faire tout simplement un git pull. Donc, cette commande git pull va permettre en fait de récupérer tout ce qui était modifié entre-temps sur le repo distant sur mon repo local. Donc, comme vous voyez sur le terminal, je suis déjà positionné sur mon chemin donc de master. Et là, j'ai lancé une commande git pull, donc il n'y a rien à rajouter parce que ma version elle est déjà à jour, donc il m'affiche already up to date. Donc on est bon. Ensuite, si j'ai des modifications, celles-ci seront récupérées directement, donc il n'y aura pas de confirmation. Donc je peux également voir que les fichiers sont impactés, c'est-à-dire quel fichier a été ajouté. Par exemple, ici dans le terminal, on voit qu'on a un fichier qui a été rajouté qui est readme.md. Donc, à chaque fois qu'on lance un git pull, en fait, Git va nous répondre en fait, avec confirmation et il va nous afficher en fait aussi comme ça une sorte de log l'impact en fait qui était reçu du serveur distant. Alors, parfois en fait, on veut savoir sans impacter ce qu'on est en train de faire. On veut savoir s'il y a il y a eu déjà en fait des modifications sur notre repo distant. Donc moi, je vais me positionner sur mon repo local. Je suis en train de faire des choses. Donc là, sur le schéma que vous voyez, en fait, moi, j'avais une version de local repo qui est ABC. J'ai commencé à rajouter des modifs qui sont schématisés ici avec la lettre D. Donc, la lettre D va représenter en fait les modifications que j'ai en train de faire, que je suis en train de faire. Et en fait, je veux voir s'il y a eu des modifications, mais sans impacter ce que j'ai déjà fait. Donc, cette commande, en fait, git fetch, qu'on va exécuter, en fait, va récupérer les modifications distantes sur le serveur distant. Mais en fait, ces modifications-là, en fait, ils vont pas être intégrés dans mon travail, dans mon dossier local. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il y a une séparation entre les niveaux. Donc là, on va s'arrêter au premier niveau qui est le head, qui va s'arrêter en fait au niveau de la récupération des modifications sans les intégrer dans notre repo local. Donc ça sert à quoi une commande git fetch? Pour voir clair, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc là vous voyez que ici on a un local repository, un working copy. Donc ces deux-là en fait ils font partie de notre serveur local et on a une troisième partie qui est remote repository qui est le repo distant.
Donc, un git fetch, en fait, il va récupérer les modifications et il va les placer dans le local repository, mais sans impacter le working copy. Donc ici, vous voyez ici le git pull qu'on a exécuté tout à l'heure, qui va passer directement, en fait, qui va récupérer les modifications directement, en fait, il va modifier les fichiers exactement comme ce qui existe sur le serveur distant. Mais quand on veut pas, en fait, avoir ces modifications-là, il suffit d'avoir un git fetch. Et ensuite, quand on veut, on va faire un git merge. Et là, en fait, on va merger tout ce qu'on a fait avec la version distante. Donc, j'espère que c'est clair. Ici, on va voir comment visualiser les modifications en cours. Donc, quand on a déjà commencé à travailler, donc on a une version qui est déjà récupérée depuis le serveur et on a commencé à modifier des choses dessus. Et parfois, en fait, on se perd, on ne sait pas ce qu'on a modifié. Donc, pour cela, en fait, on va utiliser une commande qui s'appelle git statut. Donc, comme d'habitude, on va se positionner sur notre serveur local et on va se mettre dans un terminal et lancer cette commande git statut. En fait, git statut, il va en fait checker ce qu'on a modifié par rapport à ce qu'on a déjà récupéré du serveur distant. Donc ici, je constate que j'ai modifié et ajouté un fichier. Donc il y a le fichier, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai modifié un fichier readme.md et j'ai rajouté un fichier qui s'appelle myfirstfile.txt. Donc, comme on a précisé tout à l'heure, une console avec coloration syntaxique va vous permettre en fait d'identifier rapidement ce qui s'est passé entre-temps. Donc là, on voit bien qu'on a deux modifications par rapport à ce qu'on a récupéré du serveur distant. Donc on est conscient en fait, et du coup, bah, on est bon. Donc on veut modifier on veut en fait valider ces modifications-là. Donc on va procéder pour préparer plutôt un commit. Et pour cela, en fait, il faut commencer par une commande de git add point. Donc, pour prendre compte de toutes les modifications qu'on a déjà faites, on va lancer cette commande git add point. Donc, ce point, en fait, qui va permettre de récupérer toutes les modifications sans filtre. Donc, quand on met un point, donc, il va tout prendre, en fait, les fichiers modifiés, les fichiers rajoutés, tout ce qui était modifié entre-temps. Donc, là, en fait, vous voyez ensuite, déjà, quand on a lancé cette commande de git add, par la suite, on peut relancer une git statut. Et là, en fait, on va voir que donc, notre branche elle est à jour parce que les modifications ils sont déjà dans le commit. Donc, notre commit il est presque prêt. Il y a une deuxième façon de le faire. En fait, parfois, on n'est pas obligé de tout remonter d'un coup. Donc, on va filtrer. Et pour cela, en fait, on peut utiliser une commande qui s'appelle git add et ensuite on met le nom de fichier qu'on veut rajouter. Donc ici, on va faire la différence entre les deux. Du coup, pour ceci, on a spécifié en fait le fichier myfirstfile.txt qui va être inclus dans notre prochain commit et on va laisser en fait la modification qu'on a apportée sur le fichier readme.md qui va être resté dans l'atelier, comme j'ai dit tout à l'heure, et qui va pas être embarqué dans le commit. Pareil, comme tout à l'heure, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, encore une fois, la coloration syntaxique permet de montrer en fait la différence entre ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire. Donc voilà. Alors, comment préparer l'envoi de ces modifications? Donc là, on a des modifications qui sont prêtes à l'envoi. Donc, quand on va voir comment faire un commit. Déjà, pour commencer, en fait, commit, c'est comment ranger en fait ces modifications dans une enveloppe. Ça, c'est la définition académique, si vous voulez. Pour cela, rien de simple. En fait, on va rajouter un git add qui va effectuer, il suffit en fait d'exécuter la commande suivante.
Alors, la commande qu'on va lancer, c'est git commit-m et le commentaire de votre commit. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi j'ai mis -m avant de mettre le commentaire de mon commit. En fait, aujourd'hui, quand on va committer, en fait, on a modifié des choses. Donc, on veut bien avoir en fait une petite description de ce qu'on a déjà fait. Donc, vaut mieux rajouter un commentaire qui explique en fait les modifications qu'on a apportées. Donc, pour cela, on rajoute un petit commentaire à chaque commit. Donc, pour les règles de nommage, en fait, il y a déjà en fait dans la communauté certaines personnes qui ont déjà fixé en fait des règles de nommage. Donc, je vous invite à voir ceci en détail sur le lien que j'ai mis ici. En fait, ici, en fait, on va préciser un format plutôt de nommage Du qui stretch, va, quoi. qui va préciser les façons en fait de faire les choses. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose ce qui fait partie des bonnes pratiques. Donc on va mettre à chaque fois le type de l'opération qu'on vient de faire. Par exemple, un fixe ou un refactoring ou un ajout dans la documentation, comme vous voyez ici. Donc, on va préciser avec quelques mots en fait vient de faire. Et par la suite, donc, on va envoyer ces modifications dans le serveur. Alors, donc ici, en fait, pour envoyer les modifications au serveur, excusez-moi, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure pour le commit.m, -m. En fait, ici, le commit.m, par défaut, Git, en fait, il s'en fiche de libiler de commit. Donc, si vous voulez, on peut mettre un git commit directement et ça passe. Mais le problème, c'est que vous n'aurez pas d'identification en fait de ce commit-là. C'est-à-dire, ça sera identifié avec des numéros et vous ne comprenez jamais en fait ce qui s'est passé. Donc, c'est pour cela, en fait, à chaque fois, on rajoute -m et on rajoute le libellé de ce commit-là pour avoir en fait un historique bien détaillé. Donc voilà, c'est juste pour info. Je peux poser des questions ou pas? Ce sera pour la fin, désolé. Donc, comment envoyer les modifications? Alors, là, en fait, on a préparé notre commit. Notre commit, il est prêt. Et du coup, on va l'envoyer, en fait, on va le partager avec les autres personnes qui utilisent le même repo. Donc, notre commit, il est bon. Là, on a bien mis notre description de ce qu'on a fait. Et on peut avoir plusieurs commits à la fin, hein. Donc, en fin de journée de travail, on peut avoir plusieurs commits sur un même repo. Donc, à la fin de la journée, en fait, on va pouvoir en fait faire un push euh, vers le serveur distant. Donc ici, on va utiliser une commande qui s'appelle git push origin et ensuite on met le nom de la branche. Donc ici, on travaille sur la branche master, comme vous voyez sur le terminal. C'est pas une bonne pratique, je vous l'explique pourquoi après, mais il faut préciser en fait à chaque fois le nom de la branche euh, qui est utilisée. Donc, comme vous l'avez vu ici, en fait, on a précisé en fait le mot origine après push parce qu'en fait, ici, on va signaler que pour au niveau du serveur distant, que cette branche n'existe pas. Donc, on va mettre un git origin, un git push origin qui va dire en fait, qui va dire que cette branche elle est c'est une nouvelle branche et qu'on va avoir des modifications qui seront apportées au niveau de cette branche. Sinon, si cette branche elle existe déjà, en fait, on met justement git push et directement le nom de la branche. Alors, je pense qu'on a dit plusieurs choses entre-temps, depuis la définition jusqu'à maintenant. Donc ici, je vous ai mis un schéma qui illustre en fait tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ici, vous voyez la répartition des trois parties, donc des trois niveaux au niveau de Git, la séparation des composants. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, Git, en fait, il sépare en fait il sépare les choses, on va dire. Donc, il y a un workspace que moi, je l'appelle l'atelier. Donc, c'est là où on va créer des choses, modifier des choses
Donc, c'est l'atelier où on va faire toutes nos modifications ou de création. La partie index, l'index où on va en fait préparer, si vous pouvez, on peut voir ça comme une partie où on va faire préparer le transit et ensuite local repository qui va servir en fait de vitrine en fait, c'est-à-dire parce que si on pense à un système d'atelier transit vitrine, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc là, notre atelier il est toujours distant en fait par rapport aux modifications qu'on va apporter et qu'on va faire sortir en fait, et qu'on va partager avec les autres, et notre local repository qui va être une miroir en fait de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc à chaque fois, vous avez les commandes qu'on a utilisées. Donc ici, entre le workspace et le local repo, donc j'ai fait un commit-a, donc le commit.a qui va acheminer tout ce qu'on a déjà fait. Et la commande en fait qu'on a utilisé tout à l'heure, qui s'appelle git add. Et ici, en fait, on va juste rajouter les fichiers ou les modifications qu'on a apportées à l'index. Donc, il n'y aura pas d'impact sur le local repo. Par la suite, bien sûr, on peut directement en fait committer depuis l'index et avoir les modifications dans le local repo. Par la suite, quand tout va bien, en fait, on va directement pusher notre package qui est prêt vers le remote repo. Par la suite, en fait, donc, comme vous voyez ici, là, c'est la différence entre fetch et pull. Donc, vous voyez ici que, en fait, quand on va récupérer les modifications, ils vont s'arrêter à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de local repo, et il n'y aura pas d'impact sur le working space. À l'inverse de la commande pull, qui va directement en fait traverser tous les trois niveaux et arriver à notre atelier avec tout ce qui a été modifié. Pour les autres commandes, on va les voir par la suite, mais c'est juste des modifications. Par exemple, ici, un revert par rapport à ce qu'on a déjà fait. Si on veut, par exemple, on s'est planté sur un fichier qu'on veut réutiliser la version initiale, donc on peut utiliser un checkout. Et si on veut faire une comparaison entre ce qu'on a déjà fait et ce qui existe déjà sur le head, donc on peut utiliser un diff. Alors, ici, c'est un petit astuce en fait qui est, je sais pas si je pense pas que tout le monde utilise ça, mais je trouve que c'est une bonne pratique. C'est modifier le dernier commit quand on se plante. Ben, il arrive que certaines corrections en fait arrivent tardivement et par exemple lors de revues de code, on s'est aperçu que on doit modifier des choses. Et afin d'éviter en fait de polluer l'historique des modifications ou l'historique de commit, vaut mieux en fait utiliser cette technique de modification du dernier commit. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est une fois votre git add effectué, il vous suffit d'exécuter la commande suivante, c'est-à-dire on met un git add, on récupère les modifications apportées et par la suite, au lieu de committer, c'est-à-dire créer un nouveau commit, on va juste en fait modifier le dernier commit en utilisant la commande git commit amend et no edit. Et puis réaliser un push forcé avec la commande git push -f origine la branche. Donc ici, en fait, on va éviter vraiment d'avoir plusieurs commits qui ne servent à rien. Donc, autant avoir un seul commit qui va englober tout ce qu'on a fait et par la suite, c'est-à-dire avoir un historique plus clair. On va passer sur une autre partie maintenant et qui sera comment voyager entre les branches. Alors, changer de branche. Aujourd'hui, comme vous savez, en fait, au niveau de Git, on peut utiliser plusieurs branches. Donc, et ce qui fait partie de la notion de Git flow qu'on va expliquer tout à l'heure. Mais comment déjà changer une branche?
Donc, la commande, elle est très simple. Donc, il suffit d'utiliser un git checkout. Et par la suite, si on est sur une nouvelle branche, c'est-à-dire on veut créer une nouvelle branche, on va se positionner déjà sur la branche qu'on veut cloner et donc mettre un git checkout -b. -b, c'est pour créer une nouvelle branche et mettre le nom de la nouvelle branche. Ça, c'est très simple. Par la suite, si on veut revenir sur la branche précédente, il suffit de mettre git checkout et le nom de la branche qui est master ici. Donc ça, c'est très simple. Euh, J'ai un problème de... Voilà. Alors, il faut faire attention au niveau des checkouts, parce que checkout, en fait, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va changer de branche, c'est-à-dire on est sur une branche master, par exemple, et on va partir sur notre branche, c'est-à-dire, au niveau de la modification de cette branche, c'est-à-dire quand on va changer de branche, normalement, on va perdre en fait les modifications qui étaient apportées au niveau de l'atelier, parce on va les permuter. Donc, à ce niveau-là, il faut faire attention parce que si vous ne commettez pas vos modifications avant de changer votre branche, bah, les modifications seront perdues. Donc, il y a une technique. Si vous voulez, par exemple, garder la version d'un seul fichier et changer de branche, donc comme ça, en fait, on peut revenir sur... c'est comme un revert, en fait. On peut revenir sur la version initiale du fichier en utilisant un git checkout et en précisant le nom du fichier. Donc ça va vous permettre, en fait, de récupérer la version initiale du fichier sans casser, en fait, tout ce qui existe déjà. Donc ça, il faut faire attention à ce niveau-là. Allô? Oui. Oui. Alors, on va passer maintenant sur la partie Git Flow. D'accord, demain c'est quoi? Donc, comment gérer notre branche? Ah, que je t'appelle demain? Donc, gérer les branches. Donc, Git Flow, comme j'ai expliqué tout à Lundi. l'heure, en fait, c'est une façon de gérer. En fait, c'est un modèle qui était initié par Vincent Driessen. En fait, c'est une extension qui était déjà inclue dans Git, c'est-à-dire quand on installe Git, il est déjà inclus cette extension. En fait, Vincent Driessen, il a proposé un modèle de branche comme un workflow, en fait, pour bien organiser en fait notre travail et avoir une notion partagée par tout le monde. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que pour commencer en fait un nouveau projet, par exemple, vaut mieux utiliser Gitflow pour bien organiser ce qu'on est en train de faire, organiser nos branches, la façon dont on va faire les merges, les mises à jour entre ces branches. Donc là, c'est très simple en fait au niveau du terminal. Il suffit de taper gitflow init et là, en fait, au niveau du terminal, vous aurez en fait une explication de tout ce que vous voulez faire. Donc ici, il va vous proposer des noms des branches. Donc pour tout ce qui est feature, donc il va vous dire, il va vous demander de créer un repo ou un dossier en fait qui va englober tous les features, un dossier pour les bugs fixes, les releases, tout ça. Donc c'est vraiment très simple à faire et c'est clair en fait quand on va utiliser en fait cette commande de git flow init. Concrètement, en fait, ce qui se passe ici et ce que Vincent Andriessen a expliqué, a essayé de faire, c'est surtout en fait faire un usage très simple en Salut, fait. rentre bien. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Alors, ici, en fait, on a l'utilisation minimum de Gitflow.
Donc, il y a plusieurs branches que vous voyez ici, mais à chaque fois, on a une seule branche develop et une seule branche master. Alors, on va commencer avec master. Master, c'est la version, c'est la branche plutôt, qui va être la version qui existe en production. C'est-à-dire tout ce qui existe déjà en production, il faut l'avoir déjà dans la branche master. Et cette branche, elle sera mise à jour que pendant les MEP. C'est-à-dire à chaque mise à jour de production, on va mettre à jour cette branche. Dans le cas contraire, on ne va pas la toucher. Donc ça, il faut que cette branche soit toujours intacte et qu'elle reste en fait distante par rapport aux autres. Les branches hotfix ou les branches de maintenance, en fait là, c'est des branches qui vont être utilisées pour une réparation à chaud au niveau de la production. Comme vous voyez ici, on va tirer en fait une branche à partir du master, on va créer un hotfix ici, on va réparer des choses, modifier des choses, et ensuite, on va directement en fait mettre à jour le master suite à une MEP. Ensuite, vous avez les branches release ou bien les branches de version ou de livraison. C'est des branches en fait où on va mettre le package qu'on va livrer en production ou en recette ou l'environnement en T-Prod. Donc là, en fait, on va préparer un package qui va contenir en fait la version qu'on va déployer en production. Ça, c'est pour la branche release. Ensuite, il y a la branche develop que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on a une seule branche develop et c'est là en fait où on va travailler ou faire des modifications avec toute l'équipe. Donc, cette branche, elle sera partagée entre l'équipe de dev. Et donc, comme vous voyez ici, cette branche, en fait, il faut qu'elle soit toujours à jour par rapport à ce qui se passe au niveau de la production. Par exemple, ici, on a eu un hotfix, on a modifié des choses, on a fait la MEP, et par la suite, en fait, il faut mettre à jour notre branche develop pour qu'elle soit en fait d'équerre par rapport aux autres versions. Il y a aussi les branches de feature ou les branches de fonctionnalité. Donc, comme vous l'avez compris, chaque branche, en fait, elle va porter une fonctionnalité bien précise et que une personne va s'occuper de cette feature. Donc, la personne qui va travailler sur la feature A, par exemple, il va tirer une branche depuis Develop et par la suite, il va travailler dessus. Et donc, quand tout va bien, en fait, il va merger avec Develop. Et comme ça, en fait, on aura une branche Develop qui sera toujours à jour sans impact sur les autres. Si tout va bien au niveau de la branche Develop et qu'on a mergé notre travail par rapport à la feature A, donc ici, si tout va bien, on va préparer en fait une nouvelle branche release qui va être préparée pour la mise en production. Donc ici, vous voyez, entre les deux points verts, en fait, on peut avoir des modifications au niveau de la release. C'est-à-dire, entre-temps, par exemple, au niveau de la recette, on s'est aperçu qu'il y a des choses à modifier. Donc, on les modifie sur cette branche release, mais par la suite, certainement, on va la mettre en prod, mais aussi, il ne faut pas oublier de mettre à jour la branche develop avec ce qu'on a modifié ici. Donc ça, ce qu'on appelle en fait un git flow. Donc, quand on suit ce principe-là, je pense qu'on risque pas d'avoir un déphasage entre les branches ou des conflits entre les branches. Voilà. Par la suite, en fait, je vais vous montrer autre chose. C'est, voilà. Donc ici, c'est une adaptation en fait du Gitflow à notre fonctionnement d'entreprise. Parce qu'en fait, Gitflow, c'est pas un modèle fixe qui va être en fait utilisé de la seule façon que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'utilisation minimum. Ici, vous pouvez voir qu'on peut utiliser Gitflow d'une autre façon, mais toujours avec les mêmes basiques, c'est-à-dire le master, le develop, qui sont toujours uniques, et d'autres branches qu'on peut utiliser ici. Par exemple, ici, on va en fait englober les features A et B dans une MMF, qu'on a appelé ici MMF d'octobre. Et ici, il y a d'autres features A et B qui vont être impliquées dans la MMF 3 de septembre.
Donc, vous voyez ici, c'est une autre façon en fait de voir les choses et d'avoir une vision plutôt qui se rapproche en fait du découpage du projet. Et du coup, comme je vous ai dit, donc Git, il s'adapte à ça. Donc, vous pouvez créer autant de branches que vous voulez, mais il faut toujours respecter le même principe de mise à jour entre les branches. Ici, en fait, dans cette société, en fait, ils ont voulu préciser une branche qui va s'appeler FixLease. Ici, en fait, c'est tout ce qui est modification au niveau de la release. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a des modifications sur la release, on va créer une nouvelle branche pour ceci et donc la merger avec la release par la suite. Comme les hotfix, mais c'est une fixation au niveau de la release. Et pareil, donc toujours en fait, après la validation des modifications, on va mettre à jour develop et master. Alors, aussi, en fait, au niveau de l'extension de Gitflow, il y a des raccourcis en fait qui vont nous permettre en fait de faciliter les choses. Par exemple, pour créer ou terminer une feature, une nouvelle feature. Donc, si on n'utilise pas l'extension Git, on peut utiliser les commandes classiques, comme je vous ai montré tout à l'heure, git checkout develop, git checkout -b, donc feature branch. Donc, on va créer une nouvelle branche à partir de develop. Donc, on se positionne sur develop et ensuite, on va créer notre nouvelle branche qui s'appelle feature branch. Donc ici, c'est l'utilisation classique, mais l'extension de Gitflow, en fait, il va nous permettre d'utiliser ça plus rapidement avec des commandes qui sont prêtes, comme ici. Donc Gitflow feature, start, et on donne le nom de la feature. Donc ici, on est bien positionné sur notre, notre repo local. Et en fait, Gitflow, en fait, il va comprendre directement qu'il va copier en fait la branche develop. C'est-à-dire, il ne faut pas spécifier que il faut aller copier develop pour la mettre dans feature branch. Il va comprendre tout de suite qu'il faut copier develop, donc il va prendre la dernière version de develop et il va créer une nouvelle feature à partir de ça. Et bien sûr, il va les classer dans un répertoire feature. Tout ça, ça se fait automatiquement à travers cette commande-là. Et il y a une autre commande qui s'appelle git, pardon. La deuxième fonctionnalité, c'est surtout pour clôturer une feature, c'est-à-dire une feature qui est terminée, qu'on vient de merger avec develop, donc on n'a plus besoin de cette feature. Donc l'utilisation classique, comme je vous ai dit tout à l'heure, git checkout develop et ensuite git merge branch feature branch. Donc on va merger notre feature dans develop. Mais par la suite, il faut la supprimer cette branche. Donc Gitflow, en fait, il nous facilite les choses en utilisant cette commande de Gitflow feature finish. Donc en précisant finish, là, il va merger feature branch dans develop et il va supprimer directement cette branche-là. En fait, cet usage n'est pas vraiment adapté à toutes les entreprises parce que parfois en fait, on doit passer par des pull requests. Donc ça, c'est vraiment pour un usage très spécifique. Ensuite, on a aussi des facilités au niveau des releases, la création des releases. Donc, pareil, pour créer une nouvelle release, il faut passer par la commande get checkout et créer en fait la branche release avec la version qu'on veut. Avec Gitflow, en fait, pareil, on peut directement mettre Gitflow release start 010, c'est-à-dire on donne le numéro de la version et du coup, en fait, c'est directement automatique. Ça. Donc, Gitflow, il va créer la branche release 010, il va se positionner dessus. Donc ça, c'est très facile à faire aussi. Et pour la clôture d'une release, c'est pareil. Donc, au lieu de faire un merge et ensuite supprimer la release, il va directement en fait avec Gitflow release finish, il va merger en fait la release avec master et avec develop. Donc il va faire les deux en même temps et donc par la suite il va supprimer cette branche release.
Pour les hotfix aussi, c'est pareil, donc c'est plus facile. Pour un hotfix, donc il va copier en fait ce qui existe déjà sur master et il va copier dans une branche, va l'appeler bien sûr hotfix branch et il va la stocker dans un répertoire d'hotfix. Donc ici, c'est pareil. Et pour terminer en fait un hotfix, ça c'est plus compliqué bien sûr parce que à la fin d'un hotfix, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut mettre à jour master et develop. Et pour le coup, donc en utilisation classique, vous voyez ici, il y a 5 commandes à lancer pour tout faire. Et pour Gitflow, en fait, il suffit de taper juste cette commande-là et tout va se faire automatiquement. Donc, il va te faire le ménage, faire le merge avec develop et master et supprimer la branche hotfix. Voilà, donc ça, c'est des raccourcis, en fait. Je sais que c'est pas toujours faisable, en fait, pour tout le monde, parce que parfois, il y a des restrictions au niveau de la gestion des branches. Donc, ça se fait au fur et à mesure de votre utilisation. Alors, là, on va parler maintenant, en fait, de déphasage entre des branches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, donc, déjà, on a un déphasage entre deux branches où tout simplement, en fait, on veut merger une branche dans une autre. Pour le coup, en fait, ici, l'utilisation de plusieurs branches, en fait, va être impactée par, comme vous voyez sur le schéma, avoir une branche master qui était déjà, c'est-à-dire qui n'est pas mis à jour, et la branche feature, on a travaillé déjà. Donc ici, si on veut faire un merge, on va se positionner en fait sur la branche qui va recevoir des modifications, éventuellement la branche master sur le schéma. Et par la suite, en fait, on va taper un git merge et le nom de la branche, c'est ici feature. Je vous donne un exemple ici plus concret. On va faire un git checkout donc, de feature A. Donc on se positionne sur la feature. Et par la suite, on va directement en fait faire un merge de develop. Donc ici, en fait, on va récupérer toutes les modifications de develop vers la feature A. Il faut faire De master, attention. Allô? excuse-moi. De master, pas de développe, non? Non, ici, je parle du bout de code en fait en bas. Oui, mais dans la photo, l'image. Oui, dans l'image, c'est vrai. Oui. Ça, c'est en fait, il y a deux exemples qui sont distants. Il y a la photo ici qui est un cas global. Et là, je vous ai mis un cas plus spécifique qui est... attends, je vais juste revenir. Voilà. Donc, c'est un cas plus pratique, en fait, qui va être, en fait, parce que l'usage entre master et feature, ça se fait pas vraiment parce que il faut toujours passer par develop. Donc, ici, c'est un exemple concret qui est le bout de code en bas. En fait, ici, on va merger develop dans feature. Il faut faire attention, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la fusion inverse, c'est-à-dire entre la branche euh, feature vers develop, il faut passer par un pull request. C'est vrai qu'au niveau de Git, c'est faisable, mais aujourd'hui, je pense que la majorité des entreprises en fait, mettent des restrictions à ce niveau-là et il faut passer par des pull requests pour éviter tout problème. Voilà. En cas de conflit, ce qui se passe, je pense que tous les jours, on a des conflits. Donc, il faut résoudre ces conflits-là. Donc, parfois, un même fichier a été modifié au même endroit sur les deux branches à fusionner. Donc, Git ne fait pas de fusion par lui-même, car lui, il ne sait pas quelle branche prendre. Donc, pour ce cas-là, en fait, on doit faire ça manuellement. Donc, pour résoudre en fait les conflits à la main, il faut afficher les fichiers en conflit avec un git statut. Donc, on lance la commande git statut. On va afficher en fait ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire ce qui s'est déjà mergé et où on a un conflit. Donc, ici, comme vous voyez sur le bout de terminal, vous voyez ici qu'on a un souci au niveau du fichier index où il y a des conflits. Donc,
on s'est aperçu à ce niveau-là qu'on a des conflits, donc on va ouvrir ça en utilisant Notepad ou autre pour avoir en fait, afficher des comparaisons entre les deux fichiers et par la suite, donc on va afficher les deux fichiers et voir les modifications. Donc ici, les fichiers en conflit contiennent les deux versions en conflit. Donc ici, c'est bien clair que Git, en fait, il fait la différence, comme je vous ai dit tout à l'heure, et il va vous afficher ce qu'il y a avant les, les, euh, les tirets égales là, et c'est celle de votre version. Donc ici, c'est votre version. Et ce qui est en dessous, c'est la version qui était récupérée du serveur distant. Et là, en fait, on va se décider pour choisir quelle version prendre. Donc, ça dépendra de ce que vous avez choisi, mais à la fin, en fait, il faut faire le ménage et supprimer tout le contenu, en fait, entre les flèches et les égales, et pour avoir, en fait, quelque chose de clean, et à la fin, faire un commit qui sera propre pour résoudre ce conflit. Voilà, donc, voilà. Les pull requests. Alors, les pull requests, qu'est-ce que c'est? Déjà, pourquoi les pull requests? Donc, les pull requests, aujourd'hui, c'est indispensable parce que c'est quelque chose qui permet de faire la validation des modifications par toute l'équipe. C'est-à-dire, une pull request, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui pour partager ou faire la code review avec l'équipe qu'on travaille avec. Et du coup, cette code review qui sera asynchrone va permettre de faciliter et tracer ce qui s'est modifié et pourquoi pas donner des avis pour les gens qui ont contribué à ce niveau-là. Je vous donne un exemple ici. Par exemple, Azure DevOps, en fait, va nous permettre de mettre des règles au niveau des pull requests, de mettre de restrictions si on veut, de fixer en fait un cahier de charge au niveau des pull requests, c'est-à-dire on va accepter tel et tel et on va pas accepter tel et tel. On va mettre, je dis n'importe quoi, par exemple, des règles au niveau des builds. Si un build ne passe pas, bah, c'est évident qu'on ne va pas accepter notre pull request. Les remarques en fait qui sont remontées par les membres de l'équipe, ils doivent être résolus avant de valider leur pull request. Donc il y a pas mal de choses à faire au niveau des pull requests et ça devient quelque chose d'évident aujourd'hui, je pense. Et donc là, je vais vous montrer un exemple en fait de l'usage des pull requests sur Azure DevOps. Donc ici, vous voyez, ça, c'est un écran en fait que j'ai capturé sur Internet, mais il vous donne une idée en fait sur les échanges qu'on peut avoir sur un pull request, c'est-à-dire on peut mettre des commentaires, on peut résoudre des choses, on peut passer par exemple sur les revues de code des autres personnes et donc voir, par exemple ici, si on a, par exemple, si on a Sonar qui se déclenche au niveau de build, on peut voir en fait le rapport de Sonar. Donc il y a pas mal de choses à voir et à configurer surtout parce que c'est toujours l'administrateur qui va en fait fixer les règles en fait avant de commencer le projet et en fait dire ce qui est acceptable ou pas. C'était très important à ce niveau-là et c'est un moment d'échange en fait avec toute l'équipe. Alors, maintenant, on va parler de changelog. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, les commits, les commentaires de commits sont très importants. Et pour cela, en fait, aujourd'hui, on insiste à ce niveau-là parce que à la fin, il y a un outil très intéressant qui est le Git changelog. En fait, ce package va nous permettre en fait de générer une sorte de document qui va afficher l'historique de tout ce qu'on a fait sur le projet. Donc, qui va être une documentation simple à lire et à livrer, donc simple à lire et à partager avec les membres de l'équipe.
Et c'est-à-dire à chaque contributeur, il va voir en fait que c'est très simple de comprendre en fait ce qui s'est passé vraiment. Donc vous avez la documentation bien sûr sur le site de GitHub et vous pouvez utiliser en fait cette documentation pour comprendre comment ça marche cette fonctionnalité. Et là, je vais vous montrer en fait un exemple d'un changelog en fait qui est mis sur Internet. C'est vraiment très intéressant. Là, ici, vous pouvez voir en fait un exemple de génération d'un projet en fait où on a utilisé Gitflow et Git changelog. Donc ici, vous voyez que en fait Git changelog il va récupérer tout ce qui est mis au niveau des commits. Il va faire des séparations entre avec ce qui était mis ici. On peut utiliser bien sûr des tags aussi. Donc, mais à la fin, le résultat, il est bien clair et bien structuré. Donc ça, voilà. Les bonnes pratiques, donc on va finir à ce niveau-là. Je vous rappelle ici les interdits. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Git Flow Feature Finish, le raccourci qu'on utilise avec Gitflow, si vous utilisez ça, en fait, vous risquez de louper des pull requests ou en fait avoir un blocage au niveau de votre merge parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si l'administrateur a précisé qu'on ne peut pas en fait faire un merge entre une branche feature et un develop, donc vous aurez un problème à ce niveau-là. Aussi, les merge push sur develop master, même principe ici, donc develop ne doit pas être mis à jour uniquement doit être en fait mis à jour uniquement avec des pull requests, et la branche master n'est mise à jour qu'après une map. Donc ici, c'est quelque chose de très intéressant. La branche master, il faut qu'elle soit distante en fait de toute modification. Il faut qu'elle soit à jour que après une map. Donc on est bon. Donc notre mise en production, elle est bien correcte. Donc à ce moment-là, on va mettre à jour master. Forcer un pull request complété après des grosses modifications. Forcer un pull request en fait peut entraîner une régression au niveau du code parce que si en fait cette pull request n'était pas validée avec tout le monde ou il y a personne qui a vu notre travail, donc on risque d'avoir des problèmes au niveau de la production et donc voilà, donc c'est quelque chose à éviter. Les bonnes pratiques. Alors, donc, il faut toujours travailler sur vos branches. Donc, éviter de travailler à plusieurs sur une seule branche. Donc, il faut toujours, en fait, préciser, avoir une branche qui est dédiée sur une seule fonctionnalité à ajouter. Il ne faut pas avoir une seule branche où on sera 3 ou 4 personnes à utiliser cette branche-là. Bien nommer les commits, c'est quelque chose de très intéressant et très important. Donc, les commits, il ne faut pas qu'ils soient des commits avec un seul mot ou deux mots qui ne veut rien dire. Donc, autant en fait modifier le dernier commit que rajouter des commits qui ne servent à rien, comme je vous ai démontré tout à l'heure. Donc, utiliser un commit amend. Et aussi, à la fin, donc, créer une seule release par version. Donc, ça, c'est très important aussi. Donc, il ne faut pas multiplier les releases pour avoir la même chose à la fin. Donc, voilà. Éviter surtout également de continuer les développements autres qu'un fixe sur des branches. C'est-à-dire, un hotfix, il faut qu'il soit dans une branche hotfix. Un release, il faut qu'il soit dans une release. Donc, ça, c'est très important à mettre en tête et ne pas oublier. Donc voilà, je pense que j'en ai fait le tour pour cette version de Meetup. Je pense la prochaine fois, on va avoir un Meetup qui sera plus poussé au niveau d'utilisation de Git. Donc, je vous tiens au courant par la suite. Merci à tous. Il y a des questions, j'imagine. Allô? Et non, pour ma part, c'est assez clair. J'ai déjà manipulé, c'est pas mal. D'accord. Oui, c'était très clair aussi pour moi, merci beaucoup. Allô? Il y a Présentation. Ouais. il y a une personne qui m'a
poser une question tout à l'heure ou qui a voulu poser une question? Oui, oui, c'est moi, c'est Wessim. En fait, c'était par rapport au commit --amend. Donc, j'ai voulu juste te poser la question si jamais on veut changer de commit parce que ça arrive souvent. Oui, Et puis, juste te, te parler, je sais pas, au départ, j'ai pas assisté à la réunion. Est-ce que tu as parlé de Git clone? Je pense, oui. oui, bien Au départ. sûr. C'est la première étape en fait qu'on a Oui, précisé. ok. C'est la première étape en fait pour commencer le projet. Donc, j'ai précisé tout à l'heure, j'ai précisé que en fait pour commencer un nouveau projet, donc ou intégrer un nouveau projet, on va commencer avec un git clone pour récupérer ce qui se passe sur la branche distante. Voilà, je pense que oui, voilà, c'est ici. Et sinon, pour les commits, comme tu as dit, donc c'est quelque chose de très intéressant d'utiliser le commit amend parce que pour éviter en fait d'avoir une multitude de commits qui ne servent à rien. Oui. Aussi, il y a la Git stash. Je ne sais pas si tu l'utilises toi, Oui, 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 pour changer d'index, pour revenir, pour tout mettre à oui, la poubelle. Et ouais. Ça, c'est aussi c'est oui, intéressant. c'est ce qu'on va voir en fait dans la prochaine session. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, dans la prochaine session, on va voir quelque chose de plus poussé. On va voir des rebases, les changements de fork. Donc, il y a pas mal de choses à voir à ce niveau-là. Et donc, comme j'ai dit au début, cette session, en fait, elle est destinée au niveau d'Exteam pour les gens qui ne connaissent pas Git et qui aiment savoir en fait davantage comment ça fonctionne et si c'est un outil très intéressant. Mm. Donc Oui, voilà, oui. s'il y a des personnes intéressantes, je vous invite pour le prochain meet-up. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'accord, merci. Merci à toi pour la présentation. En tout cas, c'était très clair. Juste en fait, pour donner une idée par rapport à ce que moi je fais à la Société Générale, par rapport à ce que fait notre équipe, c'est Oui, généralement on fait par exemple, release, parce que depuis tout à l'heure, on avait parlé de pas mal de branches. Par exemple, si on veut livrer, il y a une branche toujours qui s'appelle PRD, par exemple, reg, c'est la ouais, prod reg. Et puis, en fonction des releases qu'on met sur cette branche, on met des tags. Donc, oui, ça permet que, par exemple, moi, j'ai besoin de la release qui a été livrée, pardon, en décembre 2020. Je me mets sur ce tag-là et puis oui. je, Oui, c'est très important en fait les tags aussi. Donc, je pense qu'on va parler de ça aussi dans le prochain meet-up. Donc, les tags, c'est quelque chose qui facilite la vie aussi. et généralement, oui, les PR, c'est les pull requests, c'est très répandu parce que voilà, ça Oui, permet il y a derrière, on peut lancer même des job Jenkins pour que ça valide, par exemple, vérifier. exactement, oui. Pardon. Ok. Les autres, vous avez des questions? Non, non, c'était clair pour moi. Pardon, je suis de retour. Oui, Euh, donc si par rapport à ça aussi, ça permet de valider aussi même le commit. Par exemple, nous, on a des Jira, donc il faut mettre le nom de la Jira dans le commit, comme ça, oui. on peut récupérer, Identifier ce qui était fait, oui. Ouais. et puis il faut valider par deux, trois personnes, ça dépend. Et puis ça Exactement, oui. permet aussi de faire du revue de code, etc. Exactement, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les pull requests, ça devient quelque chose d'important aujourd'hui et que en fait, ça fait partie, ça devient quelque chose d'évident, même si ça fait pas partie des mécanismes de Git, parce que Git, il s'en fiche un petit peu des pull requests, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de très important et que, en fait, je pense pas qu'on pourra avoir aujourd'hui une entreprise qui se permet en fait d'avoir des modifications à tôt et à travers sans pull request. Oui, exact. Ouais, je confirme. Mm.
Donc, ok, bah, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie tous pour être présents aujourd'hui à ce meet-up-là. J'espère vous voir bientôt pour la deuxième partie. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.